On dit que la vérité fait rougir l'œil, mais ne le crève pas. On dit qu'un œuf ne se mettra jamais en colère contre une pierre. On dit aussi, si tu vois la barbe de ton voisin brûler, mouille la tienne. On dit aussi que le temps et l'usage rendent l'homme sage. Ou la femme, bien sûr. Il était une fois, c'était il y a très longtemps, dans la Médina de Tunis, parce qu'on parcourait les ruelles étroites, on pouvait apercevoir les herboristes, les parfumeurs, les libraires, ceux qui ciselaient le fer pour le rendre sublime. Il y avait le quartier des bijoutiers, des forgerons. Et au-delà de tous ces quartiers d'artisans et de commerçants, il y avait la Kasbah. La Kasbah, c'était la résidence des gens nobles, des familles nobles. Et dans cette Kasbah, il y avait une maison. C'était la maison du bijoutier. Le bijoutier qui s'appelait Ahmed. Ahmed était un bijoutier hors pair. On disait de lui que c'était le meilleur bijoutier de la Médina, de la ville du Tunis, du pays et peut-être même du monde. Il travaillait à merveille. Tout le monde voulait avoir des bijoux, voulait posséder des bijoux fabriqués par ses propres mains. Sa femme était brodeuse. Elle aussi, c'était une brodeuse hors pair. On disait d'elle que c'était la meilleure brodeuse de la Médina, de la ville de Tunis, du pays et peut-être même du monde. Et de leur union est née une petite fille, une jolie petite fille. Ils ont prénommé Kenza. Kenza, ça veut dire trésor. Trésor. Du haut de ses 5 ans, Kenza chantait comme les oiseaux. Elle chantait à merveille. C'était la joie même de la vie. Et Kenza, lorsqu'elle chantait sur le patio, on disait que l'eau qui coulait dans la fontaine était une musique qui l'accompagnait dans ses chants. Les oiseaux venaient se poser sur toutes les branches des orangers, des oliviers, du jasmin. C'était le bonheur. Et chaque fois que son père rentrait à la maison, elle lui sautait au cou. Elle était heureuse. Et lui, c'était la prunelle de ses yeux. Le soir, il lui chantait une berceuse. Cette berceuse-là, elle leur appartenait à tous les deux. Tous les deux, rien qu'à tous les deux. Même la mère de Kenza ne connaissait pas cette berceuse lorsqu'il la mettait au lit. Ou lorsqu'il lui faisait un bisou dans sa chambre. Il disait « Nenni, nenni, ya binti, nenni jak noum. Nenni, nenni, ya binti, umki al-gamra, ubuko wal-njoum. » Le temps a passé et puis la réputation, comme je vous avais dit tout à l'heure, de Ahmed le bijoutier a dépassé la Médina, la ville, le pays. Elle a dépassé les frontières même. Elle est arrivée jusqu'au pays du sultan d'Alger. La réputation d'Ahmed est venue aux oreilles du sultan d'Alger et à ce moment-là, le sultan d'Alger voulait marier sa fille. Alors il a fait une commande, il a envoyé un émissaire, il a fait une commande auprès d'Ahmed pour la plus belle parure qu'il n'ait jamais faite. Ahmed était honoré. Il s'est mis à l'œuvre, il a travaillé tant et si bien qu'il a fait la plus belle parure qu'il n'ait jamais faite. Toute sertie de belles pierres précieuses, d'or blanc, d'or jaune. Et le sultan voulait que Ahmed même, le bijoutier, l'orfèvre, lui livre de ses propres mains. Alors Ahmed a pris le chemin. Avec la caravane de chameaux. Il a mis 7 jours pour arriver à Alger et se rendre auprès du sultan.
lorsque le sultan a vu cette parure, il n'a pas pu s'empêcher de le combler de cadeaux, de toutes sortes de cadeaux. Et lorsqu'Ahmed est revenu chez lui et qu'il a déballé les cadeaux, il y en avait un qui était spécifiquement dédié à sa fille, car 5 ans étaient passés déjà, car le temps passe vite dans les histoires. Du haut de ces 10 ans, lorsque Kenza a accueilli son père, il lui a offert un petit cadeau qui était enveloppé dans du tissu noble. Kenza ne l'a pas ouvert aussitôt, elle est montée dans sa chambre, elle a fermé la porte, et puis elle a posé au milieu de son lit, elle l'a déployé. C'était un miroir. Qu'est-ce qu'il était beau. Le cadre était en bois de rose, serti de petites pierres que son père avait soigneusement posées avant de l'offrir à sa fille. Alors elle s'est assise au milieu du lit et elle a contemplé son visage magnifique et son visage luisant, ses yeux éclatants et ses cheveux coulants. Jamais elle ne s'était regardée auparavant dans un miroir. Elle s'est regardée, elle s'est mirée, elle s'est admirée en écoutant le chant des oiseaux. Elle a fredonné un chant tellement elle était heureuse. Quoi de plus naturel pour elle. Et puis tout d'un coup, elle a entendu une voix, elle a entendu cette voix mystérieuse qui venait de nulle part. Elle a entendu Kenza raki shabba ama bishtarsi ma kelb. Aussitôt elle a lâché le miroir. Ce qui signifie Kenza, tu es belle, mais tu vas te marier avec chien. Alors elle est descendue du lit et elle a regardé s'il y avait quelqu'un sous son lit, derrière la porte. Elle a ouvert la fenêtre pour voir s'il y avait quelqu'un dans le balcon, mais personne. Alors elle a fermé la fenêtre, elle s'est à nouveau installée sur son lit et elle s'est à nouveau admirée. Elle a admiré son beau visage éclatant, ses yeux brillants et ses cheveux coulants. Et au bout d'un certain temps, elle a entendu cette voix à nouveau. Et aussitôt, elle a lâché. Quand elle a lâché, il s'est brisé. Sa mère, entre-temps, elle passait par là. Et elle a entendu le fracas du miroir sur le carrelage. Elle a ouvert la porte de la chambre de sa fille. Elle a dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Tu as brisé le cadeau que ton père t'a offert. Mais en plus, tu sais que quand on brise un miroir, c'est le malheur qui arrive dans la maison. Mère, je n'ai pas fait esprit, il a glissé. Et son père, entre-temps, il entendait. Il a dit, qu'est-ce qui se passe dans le patio? C'est ta fille qui a cassé le miroir. Oh, c'est pas grave, je l'en offrirai un autre. Le temps a passé. Ahmed, eh bien, comme le sultan d'Alger a eu la plus belle parure pour marier sa fille, eh ben, c'est venu aux oreilles du sultan du Maroc. Et le sultan du Maroc, ce jour-là, il voulait marier sa fille. Et il a fait commande auprès d'Ahmed le bijoutier. Et la même chose, Ahmed le bijoutier, il a fait la plus belle parure, peut-être pas plus belle que celle du sultan, sinon il allait avoir la guerre entre les deux pays. Donc il a fait la même, avec des bijoux différents, une façon différente. Et lorsqu'il a livré au sultan du Maroc, le sultan du Maroc l'a couvert de cadeaux, de présents. Et parmi ces présents, il y avait un miroir. Il a offert à nouveau à sa fille comme il l'avait promis. Mais Kenza, elle avait 13 ans. Elle commençait à devenir une jeune fille quand il voyait sa fille. Il pensait déjà à la fiancée, à la marier. Mais il avait son idée, car son meilleur ami, c'était le juge de la Médina. Et le juge, il avait son fils, qui était certes un peu plus âgé que Kenza, de tout ça, mais ça se faisait, c'était la tradition. Il a offert le cadeau à sa fille. C'était un miroir qui était encore plus beau que le premier. Et Kenza, elle avait oublié entre-temps. Elle a traversé le patio et s'est assise au milieu de l'oranger, à l'ombre de l'oranger, sous le chant des oiseaux, le soleil éclatant. Elle a ouvert à nouveau ce petit paquet et elle s'est à nouveau admirée. Elle était encore beaucoup plus belle.
Son visage était encore beaucoup plus éclatant. Ses yeux encore beaucoup plus brillants et ses cheveux encore beaucoup plus luisants et beaux. Même, on disait que la couleur de ses cheveux rendait jaloux le corbeau. Tellement ils étaient noirs et luisants. Lorsqu'elle a ouvert ce cadeau, qu'elle s'est admirée à nouveau, là, la voix aussitôt, elle lui a dit, Kenza, tu es belle, mais tu vas te marier avec chien. Aussitôt, elle a lâché, il s'est brisé sur un caillou. Mais là, cette fois-ci, elle a aussitôt emballé. Elle est montée dans sa chambre et elle a mis dans le tiroir de sa commode. Et depuis ce jour-là, du haut de ses 13 ans, Kenza ne chantait plus. Elle ne déclamait plus de poèmes. Elle ne jouait plus du oud. Elle ne brodait même plus avec sa mère qui l'avait appris depuis son jeune âge à broder. Et elle brodait de merveille. Alors, il y avait l'intendante qui était avec son mari, qui s'occupait des tâches de la maison. Fatma, elle était douée pour les arts divinatoires. Et elle connaissait parfaitement Kenza. C'était comme sa seconde mère. Et s'est aperçue que Kenza avait quelque chose dans son cœur qui s'était brisé. Elle en discutait avec la mère de Kenza. Et elle observait attentivement. Et lorsqu'elles lui ont posé la question, elle leur a révélé cette nouvelle que je venais de vous apprendre. Un miroir qui parle, voyons. Et la mère a compris aussitôt pourquoi Kenza, quand elle avait 10 ans, avait brisé ce miroir. Et toutes les deux, Fatma, l'intendante, et Lounissa, la mère de Kenza, se sont posé des questions. Elles se sont dit peut-être que Kenza était habitée par les mauvais esprits, par les genoux. Il fallait aussitôt intervenir. Et intervenir, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire la désenvoûter. Et la désenvoûter, il fallait se rendre dans une maison spécifique où il n'y avait que des femmes. Et cette maison appartenait à une vieille dame, où elle faisait des rituels de désenvoûtage. Et de désenvoûtement, pardon. Ils ont décidé de ne pas la prendre à Ahmed, le bijoutier. De ce fait, ils ont amené Kenza dans cette maison. Ils ont fait un rituel de désenvoûtement. Kenza a dansé autour d'un brasero au milieu des femmes qui chantaient, qui jouaient du tambour, qui jouaient du tambour jusqu'au petit matin. Elles ont même sacrifié un coq. Elles ont appelé les bons esprits pour chasser les mauvais esprits. Kenza était fatiguée de retour à la maison. Ce n'était plus comme avant. Et Ahmed, lui, lorsqu'il rentrait chez lui, il prenait le chemin pour rentrer chez lui. Car la rumeur, vous savez, elle fait son travail très rapidement. Tout le monde savait que Kenza, la fille d'Ahmed Bijoutier, était prise par les genoux, les mauvais esprits. Alors quand on le voyait, on changeait de trottoir. Certains ne lui disaient plus bonjour. Et même le juge avec qui ils avaient fait affaire pour marier leurs enfants, il a dit, mon frère, mon ami, mon fils, il a décidé de partir en voyage pour faire des études. On va reporter à très loin le mariage si tu veux. Et Ahmed ne comprenait pas. Alors il a mis ça sur le compte de la jalousie. Comme il était le meilleur bijoutier de la Médina, de la ville de Tunis, du pays, peut-être même du... Eh bien, vous savez, on fait des jaloux. Et quand il est rentré chez lui, il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'était pas normal. Alors, Lounis, à sa femme, lui a appris cette nouvelle. Et lorsqu'il a appris cette nouvelle, catastrophe. On aurait dit que le ciel s'était abattu sur lui. Que va-t-il devenir, lui, le meilleur bijoutier? Il a pensé à lui. Que va devenir la famille? Et puis, il y a les mauvais esprits dans cette maison. Il a décidé que sa fille ne resterait pas à la maison, ou du moins pendant un certain temps. Et il a demandé au mari de l'intendante de l'amener chez ses frères ou sœurs pendant un petit moment, histoire que l'histoire se tasse. Lorsque Mokhtar, le mari de Fatma, l'intendant,
a conduit et Kenza au petit matin, et chez le premier frère d'Ahmed le bijoutier, la lumière était allumée, ils ont frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Le deuxième frère, la sœur, personne. De ce fait, il l'a ramené. Il l'a ramené à la maison familiale. Mais Ahmed ne voulait plus entendre parler que sa fille devrait rester chez lui pendant un moment, car la maison était prise par les mauvais esprits et sa fille, il fallait qu'elle quitte cette maison pendant un moment. Alors, Mokhtar, le mari de Fatma et Fatma, Mokhtar avait une sœur dans un village lointain. Il a dit, si tu veux, je peux l'amener chez ma sœur pendant un petit moment, le temps que l'affaire se tasse. Sa sœur était bergère. Il a dit, d'accord. Kenza était résigné. Il l'a amené chez sa sœur. Kenza est restée un moment. Elle a travaillé avec la bergère. Elle gardait les moutons. Du moins, ça lui allait de temps à autre, car elle avait la liberté des chants, les chants des oiseaux. Et puis, elle avait appris à carder la laine, à peigner la laine, à la carder, à la filer. Et puis, elle a appris même à faire des tapis qui, lorsque les tapis étaient terminés, elle se rendait avec la bergère au marché pour les vendre. Après tout, elle attendait son sort, que le temps passe. Mais un jour, elle devait se rendre avec la bergère au marché pour vendre les tapis. La bergère l'a attendue, mais il était trop tard. Elle rêvassait, elle s'est endormie au pied d'un arbre. Et lorsqu'elle est rentrée, elle s'est retrouvée seule avec le berger, qui lui, dès le premier jour, regardait son visage éclatant. Qui lui, dès le premier jour, a observé ses yeux luisants, même s'ils étaient ternis par la tristesse. Qui lui, le premier jour, avait vu ses longs cheveux coulants et la forme des courbes de son corps. Lorsqu'elle a rentré les moutons dans la bergerie, il attendait. Il attendait avec un sourire, comme vous pouvez l'imaginer, avec un désir comme vous pouvez l'imaginer. Et là, lorsqu'elle a rentré les moutons et les brebis, il s'est approché d'elle. Il l'a regardée, mais elle avait compris. Elle avait compris depuis un moment, elle avait senti. Au moment où il allait poser ses mains sur elle, elle avait Saoul. Elle lui a asséné un coup. Et elle est partie en courant. En courant de plus belle, elle s'est échappée. Elle a couru. Sachant pas où elle allait, elle a couru toute la journée jusqu'à la nuit. Avant de quitter la maison familiale, son père, comme il voulait la marier au juge Kenza, il avait fabriqué une bague magnifique. Il avait fabriqué un oiseau avec des pierres précieuses serties. Et le jour où elle est partie, il l'a donné à sa fille, il lui a dit peut-être que tu en auras besoin. Et sa mère, elle lui avait offert 3 pelotes de fil de soie. Une en or, une rouge, une verte. Et elle avait ce sac-là qu'elle ne quittait jamais. Et je vous dis, ce soir-là, elle est arrivée devant une haie de figues de Barbarie. Il y avait une entrée. Elle a traversé cette entrée et elle s'est reposée au pied d'un arbre. Le matin, quand elle s'est réveillée, il y avait une source qui coulait. Et là, elle s'est retrouvée perdue dans cette petite forêt, dans ces petits bois. Est-ce qu'elle s'est retournée pour voir cette ouverture de la figue de Barbarie? Mais elle s'était refermée comme par magie. Une myriade d'oiseaux étaient venus et s'étaient posés sur cet arbre, de toutes les couleurs. Kenza a chanté. Elle a chanté sa tristesse. Elle a chanté sa tristesse qui résonnait dans
toute la forêt. Et tous les oiseaux sont venus se poser sur ces branches de cet arbre. Et chaque oiseau lui a donné une plume. Et la voilà avec toutes ses plumes. Elle a pris la sève de ce tronc. Elle a collé une plume, 2, 3, des dizaines, des centaines, et c'est couverte de plumes. On ne la reconnaissait plus, c'est devenu une femme oiselle. Et elle a décidé de passer ses jours jusqu'à la fin de son dernier jour dans cet endroit où elle se sentait bien. Le temps a passé et Kenza chantait. Elle chantait avec les oiseaux et elle chantait. Et puis, son chant résonnait dans la forêt, tellement qu'il résonnait, c'est venu aux oreilles d'un jeune homme qui lui cueillait et parfois chassait. Il a entendu cette voix qui venait faire écho dans ses oreilles, non seulement dans ses oreilles, mais dans toute la forêt. Et il cherchait cette voix. En vain. Il a cherché pendant des jours et des jours, jusqu'au moment où il s'est abstenu de chasser, il s'est abstenu de cueillir. Il a dit, je ne sortirai de cette forêt que lorsque j'aurai trouvé d'où vient cette voix. Et finalement, il a trouvé. Et quand il a trouvé cette voix, il a levé la tête et il a vu un oiseau géant, assis sur une branche. Il s'est reculé et il a dit, « Hey, toi, es-tu un oiseau? C'est toi qui chantes ?» Kenza l'a regardé, car elle avait juste le visage qui était découvert. Elle a dit, « Oui. Qui es-tu? Tu es un animal, tu es un oiseau ou le génie de la forêt? Descends. Si tu ne descends pas, je vais te lancer un caillou et je vais t'abattre. » Alors Kenza est descendue. Lorsqu'elle est descendue, elle s'est retrouvée face à ce jeune homme. Et comme dans tous les contes merveilleux, il était beau. Ouais. Elle avait des beaux yeux. Elle avait des cheveux clairs. Il était fort et musclé. Alors quand elle l'a vu, ses yeux se sont adoucis. Et les yeux du jeune homme aussi se sont adoucis car il a vu ce visage magnifique. Et son cœur a fait boum boum. Il a dit, « Tu es humaine ou... » Elle a dit, « Oui, je suis humaine. Mais qu'est-ce que tu fais ici avec toutes ces plumes ?» Elle a dit, « Je ne peux pas te raconter mon histoire. Mais tu ne peux pas rester ici. Écoute, moi j'habite dans le village, de l'autre côté de la forêt. Je vis seul avec ma mère. Si tu veux, tu peux venir avec moi, tu trouveras refuge. Et tu pourras de temps en temps aider ma vieille mère qui commence à avoir les os fatigués et le dos courbé à force de travailler. » Elle a accepté. Il l'a amenée chez lui. Lorsque sa vieille mère a vu cette créature étrange, elle a dit, « Qu'est-ce que tu m'amènes ici? C'est un génie, ça. » Mère, c'est une jeune femme. Mais pourquoi est-elle plumée comme ça? Elle n'a pas voulu me raconter son histoire. Mais accueille-la, mère, elle pourra t'aider si tu veux. Et Kenza lui a dit, « J'accepte de vivre dans cette maison avec vous, du moins dans un certain moment. Mais je ne veux pas que vous me posiez des questions et je veux garder mon accoutrement de plumes. » Je lui ai dit, « D'accord. » Elle a aidé la vieille dame à toutes les tâches. Le temps a passé. Et comme le temps a passé, il y avait une complicité qui s'était installée de plus en plus belle, de plus en plus douce, de plus en plus tendre dans le cœur de chacun. Et il y avait de la douceur. Kenza a retrouvé sa joie d'être, sa joie de vivre. Et la mère, la vieille mère, elle, chaque fois que son fils partait travailler dans le champ des autres, elle lui préparait une galette. Elle lui préparait des dattes avec des olives. Tous les matins. Mais la vieille dame,
Elle a vu ce qui se passait entre les deux. Alors, un jour, elle a fait mine d'être malade. Elle ne s'est pas levée pour faire la galette. Et elle a demandé à Kenza, la fille Oiselle, si elle savait faire les galettes. Si elle savait faire les galettes, mais bien sûr que oui, elle savait faire les galettes. Fatma, elle a bien initié à faire les galettes. Lorsque Kenza, quand elle était petite, et que son père allait même se réveiller, elle descendait, elle dévalait les escaliers du haut de ses 10 ans. Et elle voulait faire la galette pour son père, pour lui présenter avant qu'il parte. Bien sûr qu'elle savait la faire. Elle a dit, tu peux m'aider? Ah oui, je peux t'aider. Et la vieille dame, elle a dit, si tu veux faire la galette, il faut que tu enlèves ton costume de plume. Alors, attends. Elle est rentrée dans sa chambre, la vieille dame. Elle a ouvert l'armoire et elle lui a donné sa djellaba de mariage, qui était toute blanche immaculée, d'un coton parfait. Elle a dit, porte ça et attache-toi les cheveux. D'accord. Kenza a fait la galette. Le lendemain, le fils de la vieille dame, ce beau jeune homme, est parti travailler au champ des autres. Et le moment est venu pour lui de déjeuner. Et lorsqu'il a goûté la galette, ya baba, ya ommi, mella khobza. Il est retourné chez lui, il a dit, maman, faudrait-il que tu sois malade pour me faire une galette si bonne? Elle a dit oui. Et depuis ce jour-là, c'était Kenza qui faisait la galette. Mais un jour, la tradition est venue, elle est passée par là. Avant que son père ne quitte cette terre, il avait fait aussi un arrangement de mariage avec la cousine du jeune homme qui vivait dans un village voisin. Et le moment était venu pour se rendre dans le village voisin afin qu'il demande la main de sa cousine. Mais lui, il ne voulait pas se marier avec sa cousine, d'autant plus que son cœur battait pour Kenza. Et Kenza l'a appris. Tradition oblige, il a donné la parole à son père. Ce matin-là, il devait se rendre au village, il y avait une journée de marche. Kenza fait la galette. Le jeune homme a marché. À mi-chemin, il s'est arrêté. Il a déjeuné. Et lorsqu'il a croqué, il a mangé un morceau de galette, il a failli se casser une dent. Et il croyait que c'était un noyau d'olive. Lorsqu'il a sorti le noyau d'olive, qu'il pensait que c'était un noyau d'olive, à ce moment-là, il a vu la bague. Il n'a pas continué son chemin, il a fait demi-tour. Il a couru, il a compris. Il a dit, mère, mais pendant ce temps-là, Kenza, volatilisé. Ommi, où est Niltofla? Mère, où est la jeune fille? Tu l'as pas vue? Non, je ne l'ai pas vue ce matin. Il a cherché partout. Il ne l'a pas trouvée. Mon fils, je t'avais dit que c'était un génie. C'était un bon génie. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas retourner au village de ta cousine et puis tu vas lui présenter la bague. Comme cela se doit avec la tradition. Mais Kenza, elle était dans une pièce. La djellaba que la vieille dame lui avait donnée, elle l'avait brodée avec les 3 pelotes que sa mère lui avait données. Et de cette brodure, elle est sortie toute l'histoire qu'elle n'avait pas racontée au jeune homme et à sa mère. Elle s'était coiffée, elle avait fait une longue natte, elle avait mis un peu de colle. Le jeune homme était désespéré, il pleurait dans les bras de sa mère. Et sa mère qui le consolait, lui qui tenait cette bague. Lorsqu'elle est sortie, qu'elle s'est présentée devant la mère et le fils, alors là, je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner que le cœur du jeune homme a failli sortir de sa poitrine. Et ils l'ont vu avec cette djellaba brodée. La mère, elle lui a demandé, mais qui es-tu? Et d'où viens-tu? Elle leur a dit, asseyez-vous. Je vais vous raconter mon histoire. Et elle leur a raconté l'histoire que vous connaissez.
L'histoire du premier miroir, le deuxième miroir, le mauvais esprit dans la maison, que son père l'a chassé. Elle a atterri chez les bergers et que la voilà maintenant chez eux. Et que surtout, la voix qu'elle a entendue dans le miroir, qu'elle allait se marier avec, non, pas un chien, avec chien, c'est pas pareil. La vieille dame, lorsqu'elle a entendu ça, elle a levé les bras vers le ciel, elle a dit « Oh, Dieu soit béni, oh grand ciel, merci beaucoup ». Le jeune homme, son fils, il n'a pas compris, et encore moins Kenza. Elle a dit « Asseyez-vous, je vais vous expliquer ». Elle s'est adressée à son fils, elle a dit « Mon fils, tu te souviens, avant que ton père ne quitte cette terre, paix à son âme, tu te souviens aussi que tu avais un frère et une sœur avant toi? C'était des jumeaux. » Elle a dit « Oui, mère, je me souviens. Comment je ne me souviens pas? Même si je ne les ai pas connus. Alors je vais te raconter, je vais vous raconter. Tu sais bien que ton frère, on l'a appelé Samash, c'est-à-dire soleil. Et que malheureusement, hélas, le soleil l'a emporté. Tu te souviens que ta sœur, on l'a appelée Mejerda, Marwa. Oh, tu te souviens que je t'avais raconté que la rivière l'a emporté. Alors, lorsque tu es venu au monde, mon fils, lorsque tu es venu au monde, eh bien, pour te préserver, mon fils, pour te préserver, pour te garder la vie, eh bien, je t'ai appelé chien. Je m'appelle chien, mère? Oui. En fait, lui, il s'appelait Belek. Belek, ça voulait dire « prends garde à toi ». Il pensait qu'il s'appelait toujours Belek. Mais si on fait l'anagramme, ça fait Keleb. La ruse de la mère. Et tu vois, tu es encore en vie, mon fils. Et regarde ce qui t'arrive. La providence, la grâce du ciel. Alors lui, il a tout compris. Et Kenza, elle a tout compris aussi. Tu veux pas te marier avec moi? Elle lui a dit oui. Mais à une seule condition. Qu'on retourne dans la Médina de Tunis pour voir mes parents. C'est pas comme si elle voulait l'approbation. Mais elle voulait retourner chez son père et sa mère pour lui expliquer son chemin et son destin. Ah la belle, il lui a dit c'est comme tu veux. Alors elle s'est habillée d'un beau costume berbère. Elle avait le visage couvert. Le jeune homme avait un beau cheval blanc. Ils sont montés tous les deux. Ils ont pris le chemin. Entre-temps, ils se sont arrêtés à la bergerie. Lorsque l'homme a vu ces deux jeunes, le berger, arriver à la bergerie pour faire une halte, il les a invités, il les a accueillis, comme il se doit, les lois de l'hospitalité dans ce pays. Et Kenza regardait ce berger, qui ne l'avait pas reconnu. La bergère les a accueillis. Et lorsque Kenza s'est dévoilée auprès de la bergère, car elle la connaissait très très bien, le berger, lui, ne savait plus où se mettre. Kenza s'est approchée de lui, elle l'a regardé, il avait les yeux et la tête baissés. Et elle l'a regardé, elle a demandé de le regarder bien en face. Et elle a souri. Elle lui a pardonné. Elle lui a dit merci. Elle a dit désolé, je t'aime. C'est moi qui te pardonne. Et ils ont continué leur chemin. Ils sont arrivés à la Médina de Tunis. Ils ont posé le cheval dans le caravansérail. Ils ont fini à pied, ils ont dévalé les ruelles. Herboristes, parfumeurs, les ciseleurs, les forgerons, la Casbah. Elle a dit attends, avant de rentrer dans la Casbah, viens, on va faire un tour dans les shops de mon père. Je vais te montrer les shops de mon père. Et quand ils sont arrivés devant les shops, il y avait les rideaux tirés comme ça. Il y avait même une vitre qui était cassée. Plus de bijoux à l'étal, de la poussière, des toiles d'araignée. Ils ont continué le chemin, ils sont arrivés à la Casbah, ils ont frappé à la porte de la maison familiale. Il y avait l'intendant Mokhtar qui a ouvert la porte.
il a vu deux jeunes gens, deux berbères, une femme berbère et puis un jeune homme, un paysan. Il a dit, que voulez-vous? Le jeune homme, il a dit, on est venu donner des nouvelles de Kenza. Kenza? Vous avez des nouvelles de Kenza? Il a ouvert la porte, il les a fait rentrer dans le sqifa, le vestibule. Il a dit, attendez. Même le jasmin ne donnait plus de fleurs dans cette maison. La fontaine d'eau ne coulait plus. Les oiseaux ne chantaient plus depuis qu'elle était partie. Ahmed le bijoutier s'était terré dans sa pièce et sa femme ne voulait presque plus voir son mari. Depuis que sa fille est partie, elle ne l'a plus adressé la parole. Mokhtar, quand il est allé voir Ahmed, il a dit, Sidi Ahmed, il y a deux jeunes gens qui ont des nouvelles de Kenza. Kenza? Alors lui, depuis ce jour-là, il ne voulait voir plus personne. Il n'allait même plus à la mosquée pour faire sa prière le vendredi. Il s'était terré chez lui. Il fallait rentrer. Quand Kenza est rentré dans le patio avec son futur prétendant, elle n'a pas pu s'empêcher de laisser couler des larmes et de regarder cette maison qui n'avait presque plus d'âme. Lorsqu'Ahmed est sorti de sa pièce et qu'il a vu ces deux jeunes gens, il a dit, qu'est-ce que vous me voulez? Vous voulez de l'argent? C'est ça? Vous savez que je suis riche, mais ma fille, elle est morte depuis longtemps. Hors de ma vue, je ne vais plus vous voir. Hors de ma vue, sinon j'appelle la police. Et Kenza, quand elle a vu son père comme ça, ses cheveux sont devenus tout blancs, il était amaigri, elle ne le reconnaissait même plus. Pareil, les larmes coulaient sur ses joues. Elle est restée impassible comme ça. Et puis, Nenni, Nenni Benti, il ne l'avait pas reconnu, lui. Nenni Jeknoum, Ummeki al-Gamra, Ubuko al-Joum, Ma yhemmeksh yidlam al-lil, Nenni, 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 Nenni ya Fellousa, Bahda Srir fiha al-Gattousa. Et lui, il tremblait de tout son corps. Il n'y avait que lui qui connaissait cette berceuse, que sa fille qui ne connaissait cette berceuse, personne d'autre. Alors, il s'est approché d'elle. Il s'est mis à genoux, il voulait lui embrasser les pieds, mais sa fille ne l'a pas laissé se mettre à genoux. Elle l'a relevé. Et sa mère qui est sortie. Elle s'est dévoilée. Il a reconnu sa fille. Et il pleurait de toute son âme, de tout son corps. Avant même qu'il lui demande pardon, elle a regardé son père, elle l'a souri, elle l'a pris dans ses bras. Et lorsqu'ils se sont embrassés, suffisamment embrassés, le père, la mère, la fille, et que le jeune homme était à côté, et que lui n'était pas insensible à ce qui s'était passé, Ahmed, lorsqu'il a retrouvé tous ses esprits, il a dit, Mokhtar, Mokhtar, tu vas accompagner le jeune homme. Mais attends, Ahmed, il est rentré dans sa pièce. Il a pris 2 bourses, une pleine de pièces d'or et une pleine de bijoux. Il a dit au jeune homme, tiens, Mokhtar, raccompagne-le. Il a dit, merci de m'avoir ramené ma fille. Et Kenza, elle a regardé son père, elle a dit, père, quoi non? Elle a dit, tu veux que je te dise, père? Chien, c'est lui. Et dans les contes, comme dans tous les contes merveilleux, tout est bien qui finit bien. Donc, le père, il n'a pas pu s'empêcher de ne pas marier ces 2 jeunes gens qui s'aiment. Les noces ont duré pendant 7 jours et 7 nuits. On dit qu'ils se sont mariés, ils ont vécu heureux et heureux. Non, 2, ça suffit. Merci.
Combien reste-t-il de temps, mes chers amis? Vous savez que les contes ne comptent pas le temps, ne comptent pas l'espace. Humanité, je vais vous dire un poème qui s'appelle Humanité. Ce poème, il a été écrit par Marcel Lecomte. Bonsoir mes amis belges. Marcel Lecomte, est-ce que vous connaissez Marcel Lecomte? C'était un écrivain des années 20, un dadaïste, un très cher ami de Matisse. Il a écrit ce poème Humanité. Il a dit, ce soir, je n'ai jamais été aussi heureux, je n'ai jamais été aussi ému. Ce soir, un sang nouveau circule en moi, et tous les visages rencontrés me semblent plus clairs. Ce soir, il y a un tel amour, un si merveilleux espoir dans ma poitrine que je sens mon cœur près d'éclater. Ce soir, j'ai eu l'intuition d'une grande chose. Je suis descendu dans les rues de la grande ville. J'ai compris qu'entre tous ces hommes et toutes ces femmes qui marchaient dans la rue, qu'entre tous les hommes et toutes ces femmes dans le monde, par-delà les frontières historiques des États, par-delà les cieux et les océans, par-delà les montagnes et les fleuves, par-delà les siècles d'histoire révolue, par-delà les siècles d'histoire à venir. Par-delà le droit, le devoir, le bien et le mal, par-delà l'espace et le temps. J'ai compris qu'il y avait entre tous ces hommes et ces femmes un lien de continuité matérielle, un germe immuablement transmis de génération en génération, de siècle en siècle, qui faisait leur unité profonde, totale, leur équilibre tangible définitif, leur réalité éternelle. Et que nous étions, nous autres habitants de ce globe, vraiment qu'une seule race, qu'un seul grand peuple, le peuple des hommes et le peuple des femmes, et que le plus humble d'entre les hommes et la plus humble d'entre les femmes était une image complète du monde. Oui, était une image complète de l'humanité. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles. Que le vent des paroles continue de souffler pour façonner les dunes. Pour que les histoires ne meurent jamais. Je vous souhaite tout le grand bonheur dans votre vie, à chaque moment, à chaque instant présent. Mille merci. 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 Merci.
Merci à vous. Nous sommes tous ensemble. Merci.